Coucou les vilains. Coucou les vilaines. On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture. Donc comme d'habitude on va vous présenter 4 livres donc de chacune et on est très contente de vous retrouver aujourd'hui. Voilà. Oui. Donc du coup on va y aller. C'est parti. Donc moi je vais vous présenter mon avis sur Un tourbillon de sable et de cendres de Amy Harmon aux éditions Charleston. Il est magnifique. Voilà. Je vous en ai parlé un petit peu lors du vlog qu'on vous a fait il n'y a pas très longtemps parce qu'on l'a lu ensemble. Donc tout ce que je peux dire que c'est une très très belle histoire. C'est une histoire émouvante, attachante, malgré que j'ai eu un petit peu de mal au début à rentrer dedans. Je sais pas pourquoi, c'était peut-être un petit peu long. Enfin, pour moi, j'ai bien accroché à partir du moment où il y a eu presque 200 pages où vraiment on était vraiment dedans, où l'intrigue avec l'histoire devenait très importante. Je suis bien rentrée dedans, mais finalement je regrette pas du tout d'avoir continué. Donc c'est ce que je disais, j'ai eu un petit peu au début de mal à rentrer dedans, je sais pas pourquoi, mais bon ça c'est mon avis à moi. Comme ouais, c'est vrai qu'au bout de à peu près, j'arrivais à peu près à 200 et quelques pages, même avant, hein, je crois que c'était 190, quelque chose comme ça. J'ai commencé à bien être accrochée. Parce qu'au début c'est un petit peu long pour moi. J'ai eu bon, fallait qu'on m'explique la situation. Donc on va suivre Eva et Angelo en 1940 à Florence. Donc pour la petite histoire, Angelo est orphelin et à l'origine il vivait aux États-Unis. On l'a rapatrié en Italie dans sa famille, la seule famille qui lui restait. Et cette famille-là vit dans une famille et c'est la famille d'Eva. Donc Eva va grandir avec Angelo. Du fait, puisque sa famille vit chez eux. Je crois qu'ils sont, je sais pas si c'est des domestiques ou si c'est des gens qui travaillent pour eux, mais je sais plus exactement ce qu'ils font. Bref, donc les deux petits vont grandir ensemble jusqu'à ce que la guerre éclate. Et à un moment donné, alors ce qui va se passer, c'est un petit peu compliqué, c'est que Angelo va avoir des décisions à prendre. Mais ça va être très tortueux pour eux, pour lui, pour elle, puisque en fait ils sont amoureux. Une petite romance en fait ils sont amoureux mais ils se le disent pas. C'est beaucoup d'abnégation au départ, parce que Angelo en fait veut devenir prêtre. Et pour lui c'est plus fort que tout, c'est une vocation, c'est un appel, c'est en lui. Et malgré cela, il est torturé entre l'envie d'être avec Eva et l'envie d'être voué à Dieu. Donc on nous raconte tout ça, tout cet aspect religieux très intéressant par rapport à cet homme qui est un peu trituré entre les deux espaces. Et donc on sait qu'ils s'aiment. En fait, au début, on nous explique ils s'aiment parce que comme des frères et sœurs. Oui, mais en fait, c'est pas des frères et sœurs. D'ailleurs, tout petits, ils se disent que ils sont des frères et sœurs, donc ils se donnent le même nom, etc. Elle prend son nom, elle prend plus son nom et tout. Et la petite particularité du côté d'Eva, c'est qu'elle est juive. Donc vous comprenez bien le dilemme, c'est que lui, il veut être prêtre catholique. Et elle est juive. Et puis, donc ça pose et la guerre. Donc ça pose énormément de problèmes. Donc au début ça va, parce que il lui fait comprendre que sa vocation est plus forte, donc il choisit la prêtrise. Donc il va au séminaire pendant 9 ans, etc. Donc pour l'instant tout va bien dans leur pseudo-amour platonique, fraternel. Enfin c'est un peu compliqué dans leur trajectoire. On sait quand même qu'ils s'aiment, que ce soit comme frères et sœurs au début ou comme
comme un petit peu après, avant justement 1940, on sait que voilà, il y a quand même un terrain amoureux, quel qu'il soit, entre eux, et qui Donc, est... à la fin, tu sais s'ils finissent ensemble ou pas? On sait beaucoup de choses. Oui, mais tu sais s'ils finissent ensemble ou pas? Oui. Voilà, tu sais. Oui. Oui, oui. T'as la réponse à ta question? Oui, oui, on sait tout ce qui va se passer. Donc la guerre va éclater et lui, donc il est prêtre catholique. Il va s'investir dans la résistance. Donc il va aider beaucoup de personnes à se cacher. Notamment elle, puisque vu. Et en fait, si vous voulez, même, tu vois, son père, chez qui il vit et qui connaît, hein, voilà, le père d'Eva est quelqu'un de très important dans la vie d'Angelo. C'est quelqu'un qui respecte beaucoup, c'est quelqu'un qui l'aiguille beaucoup, hein, vu qu'il a grandi dans sa maison, le gamin. Et pour lui, voilà, ce que dit le papa d'Eva est très important pour lui. Et le papa d'Eva lui demande aux prémices de ce qui se passe en 1940, les camps, etc. Il demande à Angelo de protéger sa fille coûte que coûte, et qu'au vu de son métier de prêtre, ils doivent tout faire pour la sauver. Voilà. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il emploie comme méthode, il veut qu'il la rapatrie, même jusqu'en Amérique s'il veut, puisque voilà, oui, il est américain, tu vois, au départ. Il est né en Amérique, oui. Tu vois. Il lui demande de la sauver, donc pour lui, c'est une... En fait, il se met encore une charge sur lui-même en acceptant justement cette charge. Il promet à Camillo, c'est le nom du papa d'Eva, qu'il fera tout pour sauver sa fille, quoi qu'il arrive. C'est une belle histoire. Mais Camillo, tu vois, au bout d'un moment, il part parce que il y a son papa de souvenir qui est donc pris par les nazis, et il va essayer de tout faire pour le faire revenir, mais Camillo, il revient jamais. Oui, bah oui. Oui. Donc en fait, la quête d'Angelo va être toujours la même, sauver Eva, sauver Eva, sauver Eva. Et il y a pas mal de choses qui reviennent, telles que les trésors cachés des nazis. Il y a beaucoup de thématiques à l'intérieur de ce livre qui est très très intéressant d'un point de vue historique, qui est très bien fait, qui est très bien écrit. Et puis leur histoire est magnifique, quoi. C'est un peu les oiseaux se cachent pour mourir, tu vois. Voilà, il faut pas être amoureux d'un prêtre parce que voilà, oui. C'est pas facile d'aimer tout seul. Parce qu'en fait, elle aime tout seul, tu vois, toute seule. Là, oui, oui, là pour le coup, si tu veux devenir prêtre, oui, ça va être compliqué. Alors au début du livre, on nous le dit, hein, voilà, ils s'aiment, ils se le disent, et puis la guerre va faire que tout ça va être dispersé et tout va être mélangé à leurs sentiments. Donc en fait, c'est un très beau livre de sentiments aussi à un moment donné, parce que on nous explique on peut pas penser qu'à soi, à ses propres sentiments, et il faut aider les autres gens par solidarité. Et puis Eva, c'est son dada, quoi. Elle veut aider les gens de sa congrégation, de sa religion. Elle veut... Donc c'est une très très belle histoire. Franchement, je me suis beaucoup régalée à le lire. Je vous le conseille vivement. Il y a beaucoup de choses à aborder dans ce livre, et pas seulement le thème de la guerre. Je lui mets 5, il est très bien écrit, très bien détaillé, l'histoire est très intéressante. Et voilà, donc je dirais pas s'il y a un happy end ou pas. Je dirais non, laisse leur suspense quand même de savoir s'ils vont vraiment finir ensemble ou pas. Il y a vraiment des moments difficiles. Par contre, tu peux me le dire à moi, parce que du coup j'ai envie de savoir. Il y a vraiment des moments difficiles. T'as qu'à le lire. Voilà, c'est vrai, t'as qu'à le lire. Et voilà. Non, je te dirai rien. Et boum. Dommage. Et bim. Je voulais savoir s'ils finissent ensemble. Donc, moi, ensuite, je vais vous parler de Mysteries of Thorns Manor. Donc, c'est le tome 2 de Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang. On a dit que c'est le 1.5. Oui, c'est le 1.5, pardon, parce qu'il va y avoir le tome 2 sort bientôt. On s'était trompé dans les vidéos avant, on n'avait pas regardé. Mais je savais pas, en fait. Moi, pour moi, c'était vraiment le deuxième et qu'il n'y en avait pas d'autres après. Je savais pas qu'il y en aurait eu un autre. Enfin, bref. Et donc, du coup... mieux. Exactement, tant mieux. Donc, on se retrouve avec Elisabeth,
J'allais dire Nathaniel, mais non, c'est Elisabeth. Avec Elisabeth, qui vit d'ailleurs maintenant aux côtés de Nathaniel et Silas. Attention, petit spoil, hein, si vous savez pas, si vous n'avez pas lu le premier. Et en fait, donc elle habite avec eux dans son manoir à lui. Et en fait, le manoir est entouré de protections magiques qui commencent à se retourner contre eux. Et en fait, du coup, là, c'est un peu comme si la maison, en fait, elle se rebellait, puisque c'est magique, hein, on est dans un univers magique. Et en fait, cet homme-là découle sur la famille de Nathaniel. C'est-à-dire qu'ils vont découvrir que eh ben, cette maison regorge de secrets et en même temps essaye de leur faire passer un message. Donc quel est ce message? Je vous laisse le découvrir. Mais ça, c'est ce petit côté magique. Voilà, exactement. Et justement, on découvre un peu plus sur la famille de Nathaniel et de tous les occupants qu'il y a eu au manoir. Donc on nous fait, on a un magnifique arbre généalogique. C'est pour ça qu'on a l'arbre au début. Et justement, après, on découvre un peu les personnalités qu'il y avait dedans et qu'est-ce qu'elles faisaient là. Et justement, les sorts qu'ils avaient mis dans cette maison. Tu vois. Je n'en dirai pas plus parce que je pense qu'il vaut quand même le détour, même s'il est très court. Il fait moins de 200 pages. Non, mais le deuxième arrive, donc là, ça va être plus développé, je pense. Mais il est magnifique, il est beau, et c'est toujours un plaisir de retourner dans cet univers toujours très doux et toujours très attentionné. Voilà, j'adore, c'est doux et ça passe vraiment très bien et même pour des jeunes adultes, franchement, c'est de la belle fantaisie. Ça change vraiment de tout ce qu'on peut en général. Là, franchement, c'est vraiment doux, c'est vraiment mignon. On a envie d'y rester et on a très hâte forcément de lire le deuxième au vu de ce qui s'est dit à la fin. Voilà, donc je n'en dirai pas plus. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire vu qu'en plus il est très court. Je vous ai résumé les points essentiels qu'il y avait dans l'histoire. Donc moi comme d'habitude je lui mets 5, j'ai adoré, il fait partie de mes coups de cœur de cette année avec Sorcery of Thorns forcément, et j'ai très hâte de lire le deuxième qui sort bientôt, en octobre, ça devient bon. En automne, ça je sais qu'il sort. Ça arrive, je pense, si je me trompe pas, si j'ai des bêtises, désolée, mais j'ai très hâte de le lire, voilà. C'est encore un bijou et j'adore l'écriture de Margaret Rogerson, j'ai vraiment hâte de lire la suite, franchement. Alors vite, je suis l'automne, mais pourtant on n'est pas pressé, hein, parce qu'on est bien quand il fait chaud quand même. Non, mais il y a des choses qu'on peut moins faire. En plus, il est beau, même à l'intérieur, il est beau, il est magnifique ce livre. Enfin, vous avez tout. Non, mais vous avez tout. Attendez, j'avais fait une répète. Voilà, vous avez l'arbre généalogique. Enfin, il est vraiment très très beau et même s'il est très court, il est quand même complet. Puisque quand elle vous commence quelque chose, elle vous finit l'histoire. Ça, c'est bien. Voilà. Bah, j'ai pas plus de choses à dire. Je suis désolée si c'est un peu court, mais je trouve que voilà, il fait que 200 pages. Peut-être que j'en aurais eu plus. J'en voulais plus. Alors moi c'est une suite de saga, donc Le Palais des Mille Vents, tome 2, Les Nuits de Saint-Pétersbourg de Kate McAllister, aux éditions de l'Archipel. Alors moi, telle a été ma surprise parce que moi je m'attendais à ce que ce soit une duologie. Je sais pas pourquoi, me demandez pas, dans ma tête c'était le deuxième, c'était le dernier, je serais restée sur ma faim. Je me suis dit oh là là. Et quand je l'ai lu, on a un peu cherché, puis en fait le troisième est sorti. Donc, parce que j'ai dit c'est pas possible, on va pas pouvoir me laisser là-dessus, c'est obligé, il y a un troisième qui doit se faire ou qui est arrivé, peu importe, mais voilà, il fallait qu'il y ait un troisième, il y a un troisième et j'en suis ravie. Je serai amenée à vous dire mon avis sur le troisième bientôt. Je l'espère, mais en tout cas là aujourd'hui c'est celui-ci et je suis très contente de l'avoir retrouvé puisque moi je l'avais lu à sa sortie il y a quelques temps en arrière et le premier et franchement j'attendais le deuxième avec impatience. C'est toujours aussi bien écrit, c'est toujours aussi somptueux des paysages. Je me régale dans ces paysages de Tallinn, etc. Enfin, dans cet univers un peu à la russe. Franchement, c'est de toute beauté. C'est un peu à la Tamara avec l'Australie, voilà, on s'y croirait, on y est bien, on a envie d'y rester. Et voilà, c'est déjà un très très gros point, je trouve, quand on sait nous décrire les choses de cette sorte. Là, on va suivre donc John et Moira. Qui sont dans le premier tome, hein. Pour ceux qui ne savent pas, je vous invite à aller voir
le résumé du premier, ou même à lire le tome 1, hein, allez-y, hein, sans problème. Donc on suit John et Moira. John est un chercheur, et Moira est donc la fille du colonel, je crois qu'il est colonel Fleming dans le premier tome. Et en fait, pour la petite histoire, juste un peu résumée comme ça, son père, à Moira, veut à tout prix l'assassiner. Voilà, c'est très intéressant. Bon, je vous raconterai pas l'histoire du premier. Allez-y, allez voir. En tout cas, ce qu'il fait, c'est qu'il réussit, puisque dans le premier, on nous laisse avec une sorte d'attentat sur leurs 2 personnes qui n'a pas réussi. Mais là, dans le deuxième, d'entrée, John et Moira se font assassiner par les Cosaques. Les Cosaques qui ont été envoyé donc par le tsar, puisque le colonel Fleming, qui est quelqu'un qui voyage beaucoup en Asie, réussit à faire croire au tsar que en fait John est un espion. Donc dès lors, ils se font assassiner. Seulement, ce Fleming là, horrible, c'est un monstre, ne sait pas que Moira a eu un petit garçon qui va se prénommer donc Alexis. Je le dis à la française, mais c'est pas écrit à la française. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est très agréable de voir des mots casés à l'intérieur en russe, avec bien sûr les contractions en français, mais c'est très intéressant de voir les équivalents et du détail historique et linguistique. Voilà, c'est juste une aparté pour ceux qui aiment. Et non, mais c'est vraiment, en fait, c'est pour ça que je te dis qu'on rentre vraiment dedans, quoi. Oui, parce on est vraiment à la russe, quoi. Elle te donne vraiment tous les éléments oui, pour que tu rentres dans l'histoire. Vraiment, oui. Même nous, on appellerait ça un carrosse ou une charrette ou ce que tu veux, mais elle va nous dire que c'est un tolkoi ou je sais pas, je le dis pas bien, mais enfin bon, elle nous dit vraiment les mots tels qu'ils doivent être, et je trouve qu'au final, ça passe très bien. Au fur et à mesure, on s'y habitue. Et donc voilà, pour dire la petite histoire, en fait ce tome-là est représenté avec l'histoire d'Alexis. Les parents d'Alexis se font assassiner sur les terres de Vassili. Vassili qui, je vous dirai pas son nom parce que c'est Vachenko, enfin je sais pas quoi, c'est un peu long. Et donc il est le cousin du tsar. Donc en fait ce qui va se passer, c'est que Yelena, sa femme, va un jour déprimée et va prendre son cheval, elle va chevaucher donc ses terres très longuement. Pourquoi elle n'est pas bien ce jour-là? Parce qu'elle vient de perdre son 2e fils, qui était le jumeau de Victor. Victor qui a survécu, et elle a perdu son 2e fils, son 2e jumeau. Et donc, en fait, elle va tomber sur cette monstruosité qui a été donc l'assassinat de Moira et de John et d'Alexis, puisque jusqu'alors on ne sait pas s'il a survécu ou pas. Et elle va tomber là-dessus avec ses chiens. Et donc, devant cette horreur, elle va trouver le petit Alexis et contre toute attente, elle va le ramener à la maison. Voilà. Et ce qui va se passer va arriver, forcément, vous vous en doutez. Elle va demander à son mari de tout faire pour le garder, pour pallier justement à la mort de son 2e jumeau. D'accord. Donc en fait, Alexis va rester au palais. Oui, avec eux. Au final, il est revenu à la case départ. Voilà, et Vassili, en fait, c'est quelqu'un de très gentil, très aimant, attachant, il est très amoureux de sa femme, contrairement à certains mariages arrangés dans cette noblesse russe. L'histoire du petit Victor, du coup, il va... tu te demandes comment ça va se passer, justement. Alors, justement, je vous en dévoile un tout petit chouïa, c'est-à-dire qu'en fait, comme je le dis, son mari est très amoureux d'elle, donc il va tout faire pour effacer les traces de cet assassinat. Il va enterrer les parents d'Alexis le mieux possible, le plus humblement possible, et en fait, avec beaucoup de dignité, parce qu'il pense que voilà, s'il garde le petit avec lui, il y a quand même un minimum à avoir de respect pour ses parents.
Il va trouver, parce qu'il va retourner lui en fait, pour effacer toutes les traces, il va enterrer ses parents, etc. Lui il va camoufler tout ça, cet assassinat, et en fait il va trouver une sorte de carnet avec une enveloppe, etc. Donc le carnet va être pris par Nikolai, qui a une très grosse importance, mais je peux pas vous le dire, hein, je peux pas vous parler de Nikolai, ce serait tout vous divulguer, c'est pas le but. Donc il va trouver aussi l'acte de naissance de Alexis, hein, qui se prénomme William, voilà, à l'anglaise, puisque c'est un lord, etc. Et, et donc il va tout faire pour faire plaisir à sa femme, mais il y trouve son compte parce qu'en fait, du fait qu'il trouve sa femme heureuse, bah lui il est très heureux, il retrouve sa femme, elle n'est plus dépressive parce qu'elle commençait à avoir quand même ce petit terrain dépressif qui fait que voilà, elle était très 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 malheureuse. Et en fait, il est heureux, quoi, toi. Il retrouve sa femme, il a 2 fils, il en a un qui lui ressemble plus parce que Victor est plus brun, plus trapu, tu vois, le russe par excellence. Et puis, t'as Alexis qui est un peu plus fin. Là, je vous raconte un peu en grandissant. Il est un peu plus fin, blond, comme sa mère, parce que sa mère est blonde. Donc, voilà, ça passe crème, quoi, je veux dire. Hein. C'est une très bonne histoire. Mais du coup, pourquoi un troisième, du coup ? Alors pourquoi un troisième ? Bah parce que en fait moi... C'est le dénouement ? Bah non, mais c'est la suite de ce qui va se passer avec Alexis en fait. Ouais, parce qu'il va se passer des choses très malheureuses aussi. Mais je peux pas dire, je peux pas dire parce que sinon je vous dévoile tout et ce serait pas cool. Voilà, c'est plein de péripéties, c'est des hauts, des bas, il y a beaucoup de bas parce qu'il y a beaucoup de malheurs qui vont leur arriver. Yelena va donner beaucoup de sa personne, c'est une maman aimante, c'est une femme aimante. Elle a plein de qualités que j'aime beaucoup ce personnage très vivace et en même temps qui a du caractère, hein, voilà, je peux pas en dire plus. Et puis bon, bah, c'est un peu aussi contre les convenances de l'époque. Elle va s'avérer très dynamique et elle va aller jusqu'au bout de ses envies. Et ça, c'est chouette pour ces femmes de l'époque, quoi. C'est très avant-gardiste, on va dire. Du coup, tu lui mets combien ? Je lui mets 5, c'est très bien écrit, l'histoire est hypante. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de revenir pour le troisième, pour savoir ce que va devenir justement Alexis. Je peux pas vous dire où il est, ni comment, ni voilà, parce que sinon je vous dévoilerais les choses et je ne veux pas. Mais en tout cas, sachez que c'est une belle trilogie, parce que je pense que dans le troisième, ce sera à la fin. Je trouve le troisième va te décevoir, hein. Je pense pas, parce que j'aime beaucoup Alexis. Même tout petit, déjà, il me plaît beaucoup. Victor est plus impertinent, et plus capricieux, et plus imbu de sa personne, mais il y a des choses qui font que c'est pas forcément de sa faute. Mais c'est des choses que je ne peux pas parler. Et une toute petite chose, sans vouloir trop vous en dévoiler, Nicolas, il y a beaucoup d'importance parce qu'en fait, c'est un... Oh, je sais plus le nom en russe, mais vous pourrez le retrouver dans le livre. En fait, c'est un peu le pays... Parce qu'en fait, c'est à l'époque, chez les Russes, c'est un peu comme chez nous, ils ont des serfs. Et en fait, Nicolas en fait partie. Et donc, par contre, il va être pris à la cour pour surveiller les 2 petits. En fait, c'est pas une nounou. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui est là pour les protéger, les guider, les surveiller, surtout. Être là jour et nuit pour eux s'ils ont besoin, en plus de la nounou et de tout oui, c'est vraiment comme un garde du corps. C'est un peu le garde du corps de l'époque, on pourrait dire ça. C'est un peu ça. Ouais. Il est là pour leur sécurité, les guider. S'ils veulent aller jouer dehors, il faut qu'il ait un œil sur eux, tu vois. Pas se faire voler non plus, se faire kidnapper, enfin voilà, c'est quelqu'un qui va être là jour et nuit, et pour lui, pour eux en fait, même à l'époque, hein, c'est un honneur, parce que t'as des privilèges. Tu n'es pas le paysan de base, de merde, qui mange de la merde et qui travaille toute sa vie comme du caca. Là, c'est un rang au-dessus, parce que il vit au palais, il a des vêtements propres, il mange à sa faim. Oui, c'est ça, il est mangé, nourri, logé, blanchi. Voilà, il a un autre statut, il est respecté parce qu'il est aimé en plus, hein, parce que pour la petite histoire, et j'en dirai pas plus après, c'est que en fait Nicolas suit les traces de son père, puisque son père
est le meilleur ami de Vassili, donc le père de Victor et d'Alexis, D'accord. puisqu'il a fait la même chose. D'accord. Il a grandi avec Vassili, son papa, à Nicolas. Moi je dis Nicolas, j'ai dit à la française, mais c'est Nicolas dans le livre. Il a grandi avec lui et il ira jusqu'au bout, même jusqu'à la mort avec son père. C'est bon. Donc à la vie, à la mort, c'est pas des frères de sang, mais c'est tout comme. Ils grandissent ensemble, donc ils ont un respect mutuel. Vassili va chez le père de Nicolas sans problème, à n'importe quelle heure de la nuit, et vice-versa. Ils se font confiance. C'est bon. Ils se font confiance pour tout. Et en fait, Nicolas va devenir ça aussi pour les petits. D'accord. Voilà. C'est Et c'est Yelena qui embauche Nicolas à ce poste, pour la petite histoire. Voilà. Du coup, t'as beaucoup aimé? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, moi, ensuite, je vais vous parler, pour ce dernier livre de notre point lecture, de Witch and God, tome 2, L'enlèvement de Circé de Livestone aux éditions BMR. Donc, déjà, petit point que je dois souligner, c'est que si vous ne lisez pas le premier, vous risquez d'être spoil, mais vous pouvez quand même le lire indépendamment du premier. D'accord. Parce que on retrouve quand même les personnages du premier, donc Ella et Deimos, pour la suite de leurs aventures amoureuses. Je ne vous en dirai pas plus si vous voulez lire le premier, et si vous voulez voir mon avis, vous pouvez, il existe. Et en fait, dans celui-là, on s'attaque à la sœur aînée des trois sœurs, donc Circé, qui est une sorcière du coup, et qui a depuis sa jeunesse, son adolescence, un petit crush pour Hermès, le dieu que tout le monde connaît, voilà, qui est le messager du coup, et le dieu de la fourberie, et j'en passe. Hein, mais c'est ce qu'on aime chez lui. Et en fait, elle va faire toute sa vie que refouler ce truc jusqu'au jour où en fait, enfin ses sentiments pour lui, jusqu'au jour où en fait... Jusqu'au jour où, je sais pas pourquoi je rigole, mais jusqu'au jour en fait où ils vont s'embrasser, grosso modo, c'est ça. Je vais pas raconter le contexte, comme ça je vous laisse un peu de... Et en fait, donc jusqu'au jour où ils vont s'embrasser. Sauf que lui, bah, en fait, au lieu d'assumer, il va se barrer, voilà. Comme... Oh, le vilain. C'est Hermès, quoi, voilà, on s'en doute un petit peu. Bon, après, c'est pas tout à fait le mythe, hein, ça ressemble pas au mythe, mais vous avez compris, on est dans une romance. Bref... De son côté, en fait, Circé, elle a son père qui est mort d'un arrêt cardiaque. Donc, en fait, comment expliquer ça logiquement? En fait, son père est mort d'un arrêt cardiaque et en fait, il se trouve qu'elle aussi meurt d'un arrêt cardiaque. Et en fait, se retrouve du coup aux enfers, donc dans le palais de Hadès et Perséphone, enfin dans le royaume d'Hadès et Perséphone. Donc bonjour, petit retour là-dedans, même si c'est pas les mêmes autrices. Et en fait, Hermès, au début, ne va pas lui dire qu'il est là pour l'aider et va la guider à travers le monde des enfers. Mais en fait, son objectif, c'est forcément de la sauver. Donc ça, on s'en doute, hein, voilà, on s'en doute. Sauf que des péripéties en amènent une autre, etc., etc. Enfin, j'en passe. Et du coup, la vraie question, c'est de savoir s'ils finissent ou non ensemble à la fin du premier. Et ça, on vous dira pas. Est-ce qu'elle restera toute sa vie morte, donc une ombre, et finira aux enfers et vivra sa vie là-bas, ou boira dans le l'été, ou tartare, je ne vous en dirai pas plus, mais sa vie est en péril, forcément. On s'en doute. Et là, tout découle. Elle rencontre Thanatos. D'ailleurs, Thanatos va être important dans l'histoire malgré tout, parce qu'il va se passer quelque chose avec lui, et notamment avec Hermès aussi. Enfin, voilà, je n'en dis pas plus. Est-ce qu'il t'a plu? Franchement, je l'ai apprécié beaucoup. Par rapport au premier, par exemple? Non, j'ai beaucoup aimé l'histoire de Ella et Deimos, parce que voilà, elle c'est la gentille petite fille, lui c'est le dieu de la terreur, donc voilà, ce côté... Mais quand même avec Hermès, voilà, on sent qu'il est plein de secrets, plein de fourberies, et qu'il a beaucoup de comptes à rendre aux gens, etc. Et non, je trouve que c'est une bonne lecture. Ça rend ce personnage un peu intéressant. Voilà, et je trouve que ça lui rend un peu ce qu'il était dans la mythologie. Et non, en vrai, j'ai beaucoup aimé lire ce livre. Moi, par exemple, je lu mes 5, par exemple. Alors, en vrai, j'ai lu mes 5 et j'ai beaucoup aimé. Pareil, l'écriture de l'autrice, elle est bien, elle passe parfaitement et je l'ai beaucoup aimé. Et du coup, j'ai hâte de lire le 3e. Donc, c'est sur la 2e sœur, c'est la cadette de base, donc Méroé. D'accord. Voilà. Donc j'ai hâte vraiment de lire la suite.
Et je vous recommande la saga si vous aimez bien la mythologie, mais romancée parce que ça ne ressemble pas au mythe, forcément. Je tiens quand même à préciser, il y a des choses qui sont différentes. pour ceux qui mais elle s'est inspirée quand même de la base. Mais elle s'est inspirée de la base, oui. Oui. Mais c'est vrai que voilà, ça diffère un petit peu, puisque vraiment Circé ne finit pas avec Hermès. Non. Voilà, donc j'ai trouvé ça plutôt audacieux, c'est plutôt pas mal franchement. Et puis on a un beau retour aux enfers, personnellement je suis pas contre un retour aux enfers, donc y a pas de souci, j'ai beaucoup aimé. Et j'aime bien aussi ce côté un peu des enfers, tu vois. Puis là, pour le une fois, côté sombre de la mais c'est de ce que la je t'ai force, expliqué, c'est que moi j'ai lu Hadès et Perséphone, donc c'est vraiment sur le dieu et la déesse, et vraiment centré sur eux. Là c'est plutôt, elle va atterrir comme une ombre en fait, comme quelqu'un qui habite justement dans les enfers, donc c'est un autre aspect de un peu villageois quoi, on va dire, tu vois, genre vraiment un peu plus comme ça, et ça diffère, et c'est plutôt pas mal, même si encore une fois ce n'est pas les mêmes autrices, attention, je fais bien la différence, mais c'est quand même basé sur la mythologie. De toute façon, ce qui compte c'est que ça t'ait plu, et que tu puisses dire aux amis que ça t'a plu, et que à eux de nous dire dans les commentaires si ils l'ont lu ou pas. Voilà, et c'est une très bonne romance, j'ai aimé, et j'ai hâte de lire le 3e du coup. Bon, j'ai pas beaucoup parlé moi aujourd'hui pour mes lectures, je trouve. C'est moi qui ai parlé le plus. T'as parlé plus que moi. Mais moi. moi j'ai eu des livres où il fallait beaucoup parler, hein. Y a des choses à te dire. Oui, j'avoue que moi, si je vous spoil trop la romance, vous allez être déçus de lire la romance après. Moi j'ai essayé de pas tout vous spoiler. Hein. Sinon c'est pas drôle. Je vais pas vous dire si elle va s'en sortir ou pas des enfers, sinon c'est vous spoiler l'histoire. Hein. Moi j'aurais pu vous spoiler, mais je l'ai pas fait. Je pense surtout à Cerise, un petit clin d'œil, parce que je sais que Cerise elle écoute nos vidéos, et Cerise n'aime pas être spoilée. Donc je fais de mon mieux pour pas trop en dire. Hein, je donne mon avis, mais c'est très difficile de trancher entre les deux. Hein, elle se reconnaîtra. Oui, parce qu'en plus, on peut pas donner trop de points clés, parce que par exemple, moi je sais que par exemple, tu vois, Thanatos, à un moment donné, elle passe devant un jugement, tu vois ce que je veux dire? Parce que là-bas, aux enfers, tu passes devant un jugement avant de savoir si tu vas au Tartare ou l'été ou faire ta vie dans le village, quoi, tu vois? Grosso modo, des enfers. Et en fait, elle va passer devant le juge, justement. Et en fait, là, c'est tout ce qu'on aurait pu pas penser, en fait. Ouais, mais c'est juste pour dire et genre que... ça, voilà, je peux pas le raconter, tu vois. Bah non, et moi c'est pareil, il y a plein de choses que je peux pas dire. Alors on aurait envie de vous le dire, parce que voilà, le but c'est aussi de partager, et moi je le partage avec vous comme ça. Moi j'ai une deuxième solution, c'est qu'on devrait faire une émission spéciale. C'est Point Lecture 2.0, c'est là où on vous spoil tout, en fait. Ouais, mais non, il y en a plein qui nous suivraient pas parce qu'on leur en dirait trop. Mais non, parce que ceux qui veulent se spoil vraiment et qui vont lire les histoires et qui veulent débattre sur. En fait, dites-nous en commentaire, parce que vous savez, c'est super dur de faire un avis sur un livre en fait, parce que de pas trop en dire, ça donne pas forcément envie de le lire, et de trop en dire, ça donne plus envie de le lire. Mais donc c'est super dur, l'entre-deux. Alors c'est pour ça que des fois, il y a un petit peu de spoil. Alors je suis sûre que voilà, vous savez, vous faites comme nous, hein. Moi des fois aussi, j'avance un petit peu parce que je veux pas être spoilée. Oui. Il y a quelques phrases souvent qui suffisent à m'appâter et à me donner envie. Exactement. Donc je passe un peu à autre chose. Bon, c'est vrai qu'on est un peu primaire, hein. Tu nous mets la couverture devant les yeux, je saurais tout de suite si il y a aussi, mais bon, ça c'est une autre histoire. On pourrait en faire du blabla dans une autre vidéo. Mais juste pour vous dire que voilà, ça me faisait penser à Cerise, je sais pas pourquoi, mais bon, je sais qu'on en a parlé beaucoup, et qu'elle n'aime pas les vidéos où on spoil trop. Non, c'est vrai. Et puis voilà, moi j'aime beaucoup mes lectures, et c'est vrai que c'est comme Sorcery of Thorn, si je vous dis tout ce qui se passe dans le livre, quel genre de personnes il rencontre de la famille de Nathaniel, ça va pas du tout vous donner envie de le lire. Enfin, je veux dire, je vous spoiler, donc c'est... Après, quand vous allez découvrir le livre, vous allez vous dire, bah ouais, mais je le savais déjà du coup. Donc c'est pas forcément le but non plus. Hein. C'est clair. D'ailleurs, une petite aparté... Moi, j'aime pas qu'on me spoil. D'ailleurs, une petite aparté qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on vient de dire. Juste pour vous dire merci, parce qu'on est de plus en plus sur Instagram, de plus en plus sur YouTube. Et franchement, ça nous fait super plaisir qu'il y ait de plus en plus de monde qui nous suivent. Ça nous fait vraiment plaisir, parce que ça nous encourage à nous dire que ce qu'on fait, c'est bien. Et puis que vous aimez les mêmes livres que nous. Voilà aussi. Donc, ouais, ça fait chaud au cœur, parce que voilà, ça rend hommage au travail derrière fourni, et franchement ça fait plaisir à Vinciane et à moi, à moi-même. Je suis d'accord. Voilà, c'était juste pour la petite histoire. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à activer la cloche.
à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et surtout, n'oubliez pas de venir nous suivre sur tous nos réseaux, Instagram, TikTok et Twitch. Twitch reprendra bientôt. C'est Attention les amis. Tous les liens sont en description. N'hésitez pas à venir nous rejoindre et à nous retrouver. On vous fait plein de bisous, lisez bien et on se retrouve très vite. Bye bye.